Bonsoir à tous. Vous savez qu'il pleut, donc à Marseille, quand il pleut, c'est la révolution, au propre et au figuré. Alors bonsoir à tous, merci d'être venus. Bonsoir et merci à Jean-François Mattei qui ne rate jamais de nous dire oui chaque fois que nous le sollicitons. Alors que vous savez tous qu'il est très occupé, il écrit beaucoup, il donne des conférences partout. Donc merci beaucoup Jean-François Mattei. Bonjour ou bonsoir selon le moment où ils se connecteront à nos amis de l'extérieur, puisque vous savez que ces vidéos sont enregistrées et mises à disposition en France, dans la France d'outre-mer et à l'étranger. Alors je remercie très très rapidement les personnes qui nous aident financièrement pour les cotisations, pour leur participation à la Faute à Rousseau, notre quotidien dont je vais dire un mot. Vous pouvez nous aider en nous envoyant des adresses électroniques d'amis et même, et surtout, je dirais, de gens qui ne sont pas des amis, des gens qui ne sont pas royalistes, de façon à ce que, s'ils s'intéressent au bien commun, à la France, s'ils s'intéressent à la chose politique, eh bien, qu'ils nous posent des questions, qu'ils nous fassent des critiques, des commentaires, de façon à nous obliger nous-mêmes à justement affiner nos arguments, à les présenter toujours mieux, à mieux choisir notre vocabulaire, etc. Donc, nous avons reçu ce mois-ci de 3 endroits de France différents, je n'entre pas dans les détails, des listes de 200 à 300 noms. Alors, nous en avions déjà quelques-uns, mais ça nous a fait gagner environ 500 noms pour notre fichier d'adresse électronique. Donc, dans vos amis, soit des gens qui sont sympathisants de nos idées, soit même, je le répète, des gens qui y sont hostiles. Même chose pour notre page Facebook, notamment pour les jeunes, les parents, demandez à vos enfants, les étudiants, demandez à vos amis de solliciter leur adhésion à cette page Facebook. Elle a été lancée il y a à peine 1 an et elle va sur ses 2000 amis. Et hier et ce matin, nous avons reçu 2 personnalités dont je ne dirai pas le nom, mais un économiste fameux de gauche et un journaliste fameux de gauche également, qui ont sollicité leur adhésion. Alors bien sûr, on a accepté. Nous avons actuellement, nous arrivons à 1800 personnes, on va arriver à 2000. Quand nous aurons 5000 amis sur la Faute à Rousseau, la page Facebook, eh bien, les idées que Jean-François Mattei, les idées que Gérard Leclerc, Antoine de Crégnier, Laurent Wetzel, Alain Bourri expriment, auront été entendues et connu par un plus grand nombre de gens. Le but, il est là. Il faut absolument que les choses intéressantes que nous disons, car nous disons des choses intéressantes, dépassent nos cercles traditionnels. Alors, un tout petit mot, Monsieur Mattei, je vais être très très court, je vous rassure. Nous sommes en train d'arriver, grâce à vous, grâce à tous nos amis, à 20 000 lecteurs mensuels sur notre quotidien royaliste, La Faute à Rousseau, qui n'est plus un blog, qui est un vrai quotidien qui paraît tous les jours à minuit, minuit 5, minuit 10 et minuit 15. Alors, regrouper chaque mois sur un journal exclusivement sérieux, où on parle exclusivement de la France, du bien commun, de la culture, de l'économie, de la philosophie, de Maurras, etc., c'est pas mal. Surtout que la pente est ascendante. Alors, je ne donne pas ce chiffre par cocorico. J'ai dit l'autre jour dans la petite note que j'ai faite, être satisfait et ne pas s'en satisfaire. Maintenant qu'on arrive aux 20 000, il va falloir passer aux 30 000. Et quand on sera à 30 000, il faudra passer à 40 000. Et quand on sera à 40 000, il faudra passer à 50 000. Alors, c'est pareil pour ces vidéos que nous mettons sur le site, sur la Faute à Rousseau sur Vimeo. On a dépassé le seuil des 450 000 téléchargements. Donc Jean-François Mattei qui est ici présent, Hilaire de Crémier, Gérard Leclerc, Laurent Wetzel, ils ont vu chacun leur vidéo écoutée, téléchargée, une moyenne entre 4 et 6 000 personnes. Imaginez qu'en ce moment même, il y aurait devant Jean-François Mattei 6 000 personnes qui l'écouteraient. C'est quand même mieux qu'une salle comble. Une salle comble, c'est très bien, mais c'est pas assez. Alors que de mettre ces vidéos sur le blog La Faute à Rousseau par l'intermédiaire de Vimeo, ça permet de démultiplier. Voilà pourquoi je vous parle de tout ceci. Alors, nos prochains rendez-vous pour la ville d'Aix, bonsoir. Nos prochains rendez-vous pour nos 2 derniers cafés de la saison à Aix-en-Provence, c'est le mardi 7 mai et le mardi 4 juin. Jean-François Mattei en fera un des 2. Et à Marseille, nos prochains rendez-vous, c'est le samedi 11 mai, dans un mois, pour Jeanne d'Arc. Et le 8 juin, nous finirons en beauté avec Jean-Baptiste Daunier. Et puis après, le samedi 28 septembre, nous aurons la réunion de rentrée et nous commencerons notre 4e saison, parce qu'en fait, on ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de vacances pour les militants, il n'y a pas d'arrêt pour les militants. Voilà. Alors,
Je dois excuser de sa part Antoine de Crémier, qui voulait être ici ce soir, qui m'a chargé de l'excuser auprès de Jean-François Mattei. Il est à Paris parce qu'il y a la réunion des cadres de la Restauration nationale, où nous aurions dû aller, mais il y avait notre café politique. Donc, Antoine de Crémier y a parlé de synergie, et l'année prochaine, nous travaillerons en plus grande synergie pour nos cafés politiques, entre Aix, Marseille et Toulon, et puis également avec la nouvelle revue universelle que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, Antoine de Crémier a demandé à diverses personnes, notamment Jean-Baptiste Denier et, je crois, également Jean-François Mattei, d'y prendre une part active. Alors, cette revue, nous avons de la chance d'en disposer. Nous avons donc un quotidien sur le net. Nous avons une revue universelle, une nouvelle revue universelle trimestrielle. Et bien sûr, le mensuel que vous connaissez également ou que vous ne connaissez pas, Politique Magazine. Donc, nous avons pris la décision de travailler l'année prochaine, toujours en plus grande synergie. Voilà. Nous arrivons donc vers la fin de notre enquête sur la République, mais en réalité, cette enquête ne s'arrêtera pas, vu l'évolution des choses que vous connaissez. Comme on l'a écrit dans la faute à Rousseau hier, quand une telle corruption rencontre une telle crise, il faut évidemment s'attendre à des conséquences cataclysmiques et au sens vrai du terme, apocalyptiques. Vous savez que ce mot ne veut pas dire catastrophe, mais veut dire une révélation. Alors, révélation de quoi? Eh bien, pour un tas de gens à qui on a menti, et qui croyaient en toute sincérité les mensonges de la vérité officielle, eh bien, tout simplement, la révélation que le système échoue, et qu'il échoue partout, et qu'il échoue lamentablement, et c'est pour cela que nous avons fait une enquête sur la République. Donc, cet échec patent, tout à l'heure, avant de venir, j'écoutais sur Antenne 2, Calvi, c'est Yves Calvi, propose son émission de mardi, je crois, dont le thème sera, dit-il, le cataclysme républicain. Et je vous rappelle que sur BFM, tout à l'heure aussi, avant de venir, ils ont expliqué que François Hollande était entré aujourd'hui à la préfecture de Tulle, donc chez lui, dans une terre socialiste, par la porte de derrière. Oui. Il a été élu il y a 11 mois. Voilà. Alors, donc, nous avons bien fait de faire une enquête sur la République. Elle va s'achever formellement dans 2 samedis, le samedi 8 juin, mais en réalité, enquête. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, enquête, pas la République. Oui, oui, oui. Ah, la République idéologique, puisque nous sommes républicains, mais pas la République idéologique. Alors, cette enquête sur la République que nous avons faite va s'achever dans 2 cafés politiques, mais en réalité, nous avons ouvert un débat et nous allons le continuer. Et ce soir, c'est Jean-François Mattei qui nous fait l'immense plaisir de nous en parler. Et combien de temps? Donc merci à la Fédération royaliste des Bouches-du-Rhône et à ses représentants de cette nouvelle invitation pour vous parler de la sous-culture qui nous menace ou qui nous envahit. C'est d'ailleurs étonnant de voir cette rencontre avec cet exposé ce soir, parce que j'ai reçu ce matin une invitation de François-Olivier Gisbert à participer mardi à une émission de télévision de 2 heures sur la 5 avec Raphaël Baquet. Raphaël Einthoven et Jean-François Kahn. Et le sujet recoupe un petit peu dont je vais parler, c'est est-ce que la France est toujours la lumière du monde? Vieille image hugolienne que Victor Hugo utilise à plusieurs reprises en disant que l'Europe est le phare du monde, la France, la lumière de ce phare, et Paris, l'éclairage ou l'éclairement, d'où la ville lumière de Paris. Je doute effectivement que l'on puisse répondre positivement dans le débat, un débat de 2 heures qui sera enregistré mercredi et qui sera diffusé, je ne sais pas, une semaine ou 2 plus tard, c'est en léger différé. Alors on me demande de parler de la culture, ça devient de plus en plus difficile parce que le terme de culture aujourd'hui et de culture française, européenne ou occidentale, culture en général, est devenu un terme tellement polysémique, comme disent les savants, qu'on ne sait plus trop ce que ça signifie. La dimension anthropologique a pris le pas sur la dimension philosophique. Et je voudrais rappeler l'étymologie du terme de culture ou l'origine du terme de culture pour montrer ce qu'est ou ce que devrait être la culture. La notion de culture est devenue aujourd'hui donc un terme polysémique que l'on utilise à tort et à travers pour désigner n'importe quelle action humaine. L'absence même d'un objet peut devenir culturelle, comme on le voit dans certaines formes d'art contemporain, en particulier chez Ben, l'artiste niçois,
qui à plusieurs reprises a énoncé le fait que la culture revenait à la non-culture, que l'art revenait au non-art, que la peinture n'existait que dans la non-peinture, etc. Il y a une sorte de nihilisme qui parcourt un petit peu toutes les arènes de la culture traditionnelle au point d'en devenir la dénégation en tant que telle. Et lorsqu'on parle de sous-culture, on parle, le terme est souvent utilisé, même dans les médias, on parle finalement d'une culture qui ne serait plus à la hauteur d'elle-même, c'est-à-dire à la hauteur de l'humain, pour autant que l'on puisse mesurer cette hauteur de l'humain ou de ce que l'on appelait l'humanisme traditionnel. Alors je voudrais rappeler d'abord que la notion de culture est une notion spécifiquement européenne, pour désigner non pas du tout les pratiques, ou les objets, ou les œuvres, ou les techniques de la vie quotidienne des sociétés traditionnelles ou des sociétés humaines en général, mais une certaine forme de travail de soi sur soi. Cultura en latin, qui a donné culture en français, culture en allemand et d'autres mots de ce type, est un terme qui vient du verbe colere, qui ne signifie pas cultiver, comme on le traduit généralement, mais qui signifie soigner. Les deux choses étant liées, puisque un agriculteur, dans l'agriculture, travaille sa terre à guerre et en même temps la soigne, la protège en quelque sorte. C'est un soin apporté au monde vivant qui nous entoure, la terre étant aussi vivante que les animaux qui pèsent sur elle et les activités que font les agriculteurs en tant que tels. Et donc le terme qui existait dans la langue latine avant que Cicéron n'intervienne, c'est le terme d'agricultura. Encore une fois, colere, s'occuper d'eux, soigner, prendre soin d'eux. Je crois que la meilleure traduction, ça serait prendre soin d'eux. Et Cicéron, dans un ouvrage qui s'appelle les Tusculanes, est le premier à supprimer la racine aguerre de agricultura pour désigner par cultura, c'est donc quasiment un néologisme qu'il forge, le travail de soi sur soi qu'il appelle, dans le vocabulaire du temps, la philosophie. La phrase exacte, c'est « cultura animi philosophia est ». Ou alors vous pouvez traduire soit la culture de l'âme, c'est la philosophie, ou la philosophie, c'est la culture de l'âme, puisqu'il pose une équation entre les deux, et même plus qu'une équation, une identification entre les deux. La philosophie, qui est une invention grecque, je le rappelle, et non pas latine, est une culture de l'âme, c'est-à-dire un soin de l'âme, comme dira plus tard un philosophe tchèque des années 60-70, Jan Patočka, Jean Patočka, si on francise, qui a été l'un des initiateurs de la révolte de velours qui a fait que Prague et la Tchécoslovaquie qui existait à l'époque encore s'est arraché aux griffes, si je puis dire, de l'Union soviétique pour devenir libre. Et Patočka était un des libérateurs en tant que tel, c'était un philosophe, disciple de Husserl, et qui a écrit un ouvrage que je vous conseille, bien qu'il soit un petit peu difficile pour les non-spécialistes, puisqu'il est écrit dans un vocabulaire un petit peu husserlien, un petit peu phénoménologique, qui s'appelle Platon et l'Europe. Ce qui peut paraître curieux, on attendrait plutôt Paul Valéry et l'Europe, ou Baudelaire et l'Europe, ou Victor Hugo qui en a beaucoup parlé, l'Europe. Non, là c'est Platon et l'Europe. Certes, Platon connaissait le mot d'Europe, puisque à l'époque c'était une détermination géographique. À l'époque de Platon, on connaissait l'Europe, l'Asie, et non pas encore l'Africa, mais je ne me souviens plus quel était le terme qui était utilisé. C'était une troisième déesse, puisque Asia est une déesse. Europa aussi. Europa est une déesse, bien connue, je ne reviendrai pas sur le mythe. Et la troisième, c'est... Ça m'échappe sur le nom. C'est pas Érythrée. Ah oui, Érythrée. C'est pas Algéria, c'est le nom d'une province d'Afrique du Nord que je ne retrouve pas sur le moment, ça me reviendra. Et donc, lorsque vous lisez Hérodote, par exemple, dans les enquêtes, c'est-à-dire dans la première histoire qui est existée, vous apercevez que Hérodote se demande pourquoi les 3 continents, seuls connus à l'époque sur les 5 continents d'aujourd'hui, portent le nom de princesse autochtone, en quelque sorte. Encore que l'Europe ne soit pas une princesse autochtone, puisqu'elle est née, comme vous le savez, au Proche-Orient, sur les rives du Liban, à Tyr, dans la ville de Tyr. Et dans Platon et l'Europe, merci, dans Platon et l'Europe, Jan Patočka fait remarquer que ce qui définit l'Europe, et donc la culture européenne, et il cite évidemment le texte de Cicéron sur lequel je vais revenir dans un instant, c'est ce qu'il appelle le soin de l'âme. Le fait de soigner l'âme de chacun de nous, ou de nos enfants, ou de nos élèves, ou de nos étudiants, ou de nos lecteurs, ou de nos spectateurs,
lorsque nous sommes des professeurs, des créateurs, des inventeurs, des pédagogues ou tout simplement des parents d'enfants ou des parents d'élèves, comme on dit parfois, qui consiste à prendre soin d'eux comme nous devrions prendre soin de nous. C'est donc une reprise, si vous le voulez, du Connais-toi toi-même de Socrate ou du fronton du temple de Delphes, selon laquelle l'être humain doit, d'une certaine manière, revenir à lui-même et prendre soin du démon, comme disait Socrate, qu'il habite, du daimon, c'est-à-dire du bon ange, comme diront plus tard les chrétiens, ou de ce qu'on dira depuis Descartes et depuis Kant, de la conscience, tout simplement. Prendre soin de ta propre conscience, ou aie conscience de toi-même, c'est déjà chez saint Augustin dans les Confessions, c'est déjà chez Rousseau dans l'ouvrage qui porte le même titre, cette idée typiquement européenne que ce qui définit l'être humain en tant que tel, c'est qu'il prend, je cite de nouveau Patočka, soin de son âme. Cette notion de soin que l'on trouve aussi chez Heidegger, par ailleurs, un auteur encore plus technique et plus difficile que Patočka, lui aussi phénoménologue, mais plus tourné vers ce qu'on appelle l'ontologie en philosophie. C'est ce que Heidegger appelle le soin, là aussi, qui fait que l'être humain habite le monde en prenant soin, ou en devant prendre soin, donc en le cultivant, puisque c'est le même mot en latin, de tout ce qui est autour de lui, des personnes qui sont autour de lui, mais aussi des choses, des objets, des animaux, des végétaux, bref, du monde tout entier. Idée que vous retrouvez encore sous une autre forme, puisque c'est son centenaire, chez Albert Camus, quand dans l'été, dans Nos et dans d'autres textes poétiques ou philosophiques de Camus, Camus dit que le monde reste notre premier et notre dernier amour, parce que nous prenons soin de lui d'une certaine manière, même si lui-même ne prend pas tellement soin de nous. C'est ce que Meursault, le héros de L'étranger, appelle dans les dernières lignes du texte, le dernier paragraphe de L'étranger, la tendre indifférence du monde. Le monde autour de nous est indifférent à notre vieillesse, à notre maladie, à nos guerres, à nos maux, à MAUX, mais il reste quand même tendre. Et nous l'aimons pour cette tendresse, qui n'est pas totalement partagée. Nous partageons peut-être la tendresse avec d'autres êtres, les êtres que nous aimons, nos parents, nos amis, nos enfants, mais le monde, même s'il a une certaine tendresse envers nous, quand nous sommes venus au monde, donc d'une certaine manière le monde est notre matrice, notre caverne, dirait Platon dans une autre image, et cette matrice ne fonctionne qu'à un seul sens. Et je me demande si cette matrice du monde n'est pas en même temps la matrice de la culture en tant que telle. Car si nous prenons soin du monde, et si nous prenons soin des objets du monde que l'on appelle des œuvres donc dites de culture, d'une certaine manière, nous donnons un sens au monde. On se demande parfois, je fais ici une rapide parenthèse, mais qui va me permettre de revenir à mon sujet, on se demande parfois quels sont les différents types de philosophes. Parce que philosophe est aussi un terme qui est équivoque. Aujourd'hui, quand vous allez dans les facultés de philosophie, par exemple dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis en particulier, mais aussi au Canada, en Angleterre, vous apercevez que les philosophes font tous des mathématiques, comme les économistes. Aujourd'hui, il n'y a pas un économiste au monde qui ne fait plus de mathématiques. Ben, pratiquement, il y a guère plus de philosophes qui ne font pas de mathématiques, en tout cas dans les pays anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle la philosophie analytique, qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement mathématisée, extrêmement logicisée, c'est-à-dire qu'elle est liée au grand problème de la connaissance. Et la connaissance ne connaît qu'une seule idéalité, comme dirait Jean Toussaint de Santi, le philosophe des idéalités mathématiques, c'est la vérité. La connaissance cherche la vérité, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. N'entrons pas dans ce détail. Mais il y a d'autres philosophes, une deuxième race de philosophes, si vous me passez l'expression, qui ne cherchent pas tant la vérité et donc la connaissance que l'existence et donc le sens. Ce sont des philosophes plus existentiels, comme on l'a dit parfois. Et je ne pense pas simplement à Sartre et à l'existentialisme, je pense à Kierkegaard, je pense à Montaigne, je pense à Camus, je pense à même des poètes comme Baudelaire ou Edgar Poe, qui mettent au premier plan non pas les théories de la connaissance, qu'elles soient physiques ou mathématiques, qu'elles soient cartésiennes, newtoniennes ou einsteiniennes, mais les théories de l'expérience ou de l'existence qui doit avoir un sens. Et même si nous ne trouvons pas ce sens, nous faisons comme si le monde avait un sens. Apparemment, le monde n'a pas de sens. Même pour les croyants d'ailleurs. Dans les polythéismes et dans le monothéisme,
et je ne développerai pas ce point, parce que tout simplement nous n'avons pas voulu venir au monde, ou l'humanité n'a pas voulu venir au monde, sinon dans les théories de la création, voire la Bible et l'instant de la création avec Yahvé, mais l'humanité n'a pas demandé à venir au monde, et nous-mêmes, en tant que nous sommes une portion d'humanité, nous n'avons pas demandé à venir au monde, ni à devenir mâle ou femelle, ni à naître dans cette famille ou plutôt que dans telle autre. Et nous n'avons pas demandé à avoir un certain destin qui va nous être accordé, quoi que nous faisions. Et surtout, nous n'avons pas demandé à quitter ce monde. Car même dans le suicide, celui qui se suicide sous la pression de l'existence. Pas sous l'attrait de la mort ou du néant, sous la pression d'une existence qui lui paraît insupportable. Et comme disait Épicure, il sort comme on sort d'un lieu empli de fumée. Si le café où nous sommes en ce moment commence à brûler, on sortira rapidement comme on sort d'un lieu empli de fumée. Et si les flammes nous menacent à l'extérieur, nous mourrons de toute façon. Alors qu'on meurt un peu plus tôt, un peu plus tard, ça n'a pas de sens de savoir pourquoi nous mourons en tant que tels. Donc la vie, la mort, l'existence, la réalité du monde sont des notions qui sont à la fois angoissantes. Heidegger parle sans arrêt de l'angoisse, dans la lignée d'un Kierkegaard, mais aussi d'un Pascal, lorsque Pascal fait le pari de l'existence pour lui donner un sens, parce que pour lui il n'y a pas de sens. Rappelez-vous cette fameuse pensée de Pascal, à la fin on creuse une tombe et on jette de la terre dessus et c'est terminé. Autrement dit, le plus grand philosophe, le plus grand penseur, Mère Teresa n'est plus rien qu'un cadavre sous un monceau de terre. Alors si l'on est croyant, évidemment, on donne un sens à l'existence, ou plutôt à la méta-existence, à la métaphysique, à l'après. Mais si l'on n'est pas croyant, ou si l'on doute, comme un Camus par exemple, et je reviens à mon propos, on s'aperçoit que nous sommes voués à la tendre indifférence du monde, ou peut-être pour certains à la tendre indifférence de Dieu, ou pour les matérialistes à la tendre indifférence de la matière. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un sens à donner ? Ben, je crois que les véritables philosophes sont davantage du côté de ceux qui cherchent un sens à l'existence que du côté de ceux qui cherchent la vérité de la connaissance. On peut être le plus grand philosophe du monde, comme un Karl Popper, par exemple, en épistémologie, comme un Newton, comme un Einstein, et connaître le plus près possible la vérité de la science ou de la connaissance. Je pense à un Descartes, pour prendre un exemple que tout le monde connaît. Mais quand vous lisez Descartes, que ce soit dans le discours de la méthode ou dans les méditations métaphysiques, vous apercevez que Descartes n'est finalement pas tellement intéressé par la vérité, bien que ce soit un savant, un mathématicien et un physicien. Il est intéressé essentiellement par ce qu'il appelle la morale par provision ou la morale définitive, c'est-à-dire ce qui va donner un sens à sa vie. Et il prend même l'exemple de quelqu'un qui serait perdu dans une forêt, comme le Petit Poucet, des contes de Perrault, contemporain de Descartes d'ailleurs, quelqu'un qui serait perdu dans une forêt et qui essaye de donner un sens à sa démarche. C'est-à-dire, vers quoi va-t-il se tourner? Vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, s'il n'y a pas de soleil? Comment connaître les points cardinaux? La nuit, oui, mais la nuit, elle est parfois sombre, elle n'est pas éclairée, parfois les étoiles se cachent sous des brumes. Et donc, qu'est-ce que je dois faire, se demande Descartes? Est-ce que je dois rester et mourir sur place de faim ou de froid? Ou est-ce que je dois avancer? Mais si j'avance, je risque d'aller dans n'importe quelle direction. Heidegger reprendra cette métaphore dans un texte qui s'appelle Der Feldweg, le chemin de campagne, quand il dit que toute la vie consiste à suivre un même chemin, comparable à un chemin de campagne, qui fait retour sur soi-même et qui boucle la boucle du village. Il parle évidemment de Meßkirch, qui était le village de son enfance, où il est revenu assez tard, vers l'âge de 60-65 ans, après avoir pris sa retraite de Fribourg. Autrement dit, quel est le sens de l'existence? Quel est le sentier que nous devons suivre, ou la route, ou l'autoroute même, modernisons, que nous devons suivre? Réponse de Cicéron, je reviens à mon propos initial, la culture. Autrement dit, il n'y a qu'une seule dimension qui fait que l'homme peut trouver un sens à son existence, c'est la cultura animi, la culture de son âme, c'est-à-dire la possibilité de venir à soi ou de revenir à soi, comme à la recherche d'un temps perdu chez Proust, qui se termine, comme vous le savez, par le temps retrouvé. Eh bien, c'est un petit peu ce modèle proustien de démarche, autour de 15 ou 18 volumes,
que font les véritables philosophes qui cherchent un sens à leur vie, les Pascal, les Nietzsche, les Rousseau. Je ne vais pas en parler à la faute à Rousseau, mais dans les rêveries du promeneur solitaire, c'est bien ce qu'essaie de faire Rousseau, de donner un sens à ses promenades solitaires, alors qu'il est mis au banc de la société, et même des esprits avancés de l'époque, comme Voltaire, qui a déchaîné les critiques contre lui, et Rousseau, en herborisant et en se promenant le long de différents sentiers, ou même du côté de Belleville à Paris, Belleville qui à l'époque n'est pas encore enceinte dans la ville intramuros de Paris, il essaie de donner un sens à ses promenades où il est seul avec lui-même. Mais il est seul avec lui-même et en même temps il écrit les rêveries du promeneur solitaire et il les donne à éditer et les donne à lire et nous les lisons encore 2-3 siècles plus tard comme nous lisons les Confessions de Saint-Augustin ou les Confessions du même Rousseau. Et donc d'une certaine manière quand vous faites une œuvre d'art, une œuvre culturelle, une œuvre littéraire, une œuvre musicale, vous vous apercevez que vous essayez de retrouver l'humanité en face de vous par vos lecteurs, par vos spectateurs, par vos auditeurs, par ceux qui vous écoutent ou qui vous lisent ou qui, en définitive, vous aiment, pour donner un sens, non seulement à votre vie, mais à l'œuvre qui est peut-être plus importante que votre vie. Quand vous lisez les textes de Van Gogh à son frère Théo, dans ses lettres, vous apercevez que Van Gogh, qui, je vous le rappelle, n'a pas vendu une toile dans toute sa vie, qui s'est coupé l'oreille et qui finalement va mourir en se suicidant, et qui n'est donc pas reconnu, qui n'a aucune reconnaissance du monde artistique, ni même du monde quel qu'il soit, qui vit donc dans l'angoisse totale. Certaines lettres qu'il adresse à son frère Théo, qu'il entretient, comme vous le savez, sont des lettres où il dit « Je ne peux pas m'empêcher de peindre, quoi que Dieu m'ait conduit à faire, il m'est impossible de me séparer de ma peinture, même si je n'ai aucun succès, même si je ne vends pas, et si je ne suis pas reconnu par ces peintures, par ces tableaux, je ne peux pas m'empêcher de continuer à les faire, et c'est quelque chose de plus fort que moi. » Autrement dit, la création d'une culture, même si Van Gogh n'utilise pas ce terme, au XIXe siècle d'ailleurs on ne parlait pas de culture, culture est devenu un mot quasiment magique ou mystique au XXe siècle, et même un mot politique, il y a une politique de la culture. Un humoriste disait la tolérance, il y a des maisons pour ça. On pourrait dire la culture, il y a des maisons pour ça. Mais est-ce qu'on fait de la culture dans les maisons de la culture? Depuis André Malraux, on a pu se poser la question à plusieurs reprises, y compris chez George Steiner par exemple, qui fait une anatomie de la culture ou de la sous-culture, je reviens à mon sujet, d'aujourd'hui, qui montre que ce que l'on met sous le nom de culture est une fausse valeur. Au fond, il faudrait dire de la culture ce que les économistes disent de la loi de Gresham. La loi de Gresham s'exprime, Gresham était un économiste britannique, qui a exprimé en une phrase la loi de l'économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Dès que vous avez quelque part dans un pays une mauvaise monnaie, par exemple un euro qui s'effondrerait ou un dollar qui s'effondrerait, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La bonne, elle va aux îles Caïmans ou ailleurs, pour revenir à l'actualité indirectement. Eh bien, je pourrais dire que la mauvaise culture chasse la bonne. Plus vous avez une mauvaise culture ou une sous-culture, puisqu'on m'a demandé de parler de la sous-culture d'aujourd'hui, plus vous apercevrez que la véritable culture, c'est-à-dire la culture tout court, même pas besoin de dire la véritable culture, disparaît en tant que telle. Alors qu'est-ce qu'entendait Cicéron par la culture de l'âme, la cultura animi, qu'il identifiait à la philosophie, pas évidemment au sens étroit et scolaire de la philosophie en classe terminale ou à l'université, mais au sens d'une véritable conquête de soi. Et je reviens toujours à Patočka, dans Platon et l'Europe. Patočka fait une démonstration absolument éblouissante sur le fait que ce qu'a découvert Platon et à travers lui les Grecs, c'est que la culture de l'âme, alors les Grecs ne disaient pas cultura animi, puisque c'est du latin, mais ils disaient paideia, du grec pais, qui veut dire l'enfant, que vous retrouvez dans Pédiatre, le médecin des enfants. Et donc la paideia, mot à mot, c'est la culture de l'enfant, c'est la formation de l'enfant. On ne va pas dire la culture de l'enfant, c'est la formation de l'enfant, une sorte d'enfantement intellectuel, sinon d'enfantement physique par les femmes, mais d'enfantement rationnel par le dialogue, d'où le dialogue platonicien, ou la dialectique, c'est-à-dire un effort pour essayer à travers les contradictions de l'expérience et de la pensée, de dire ce qui est et de faire ce qui doit être fait. Et donc, cultura anime philosophia est, ça signifie que la culture ou la philosophie
et la culture de l'âme, ou la culture de l'âme et la philosophie, c'est-à-dire la possibilité pour un être humain de revenir spéculativement, ou même spéculairement, comme dans un miroir sur lui-même, pour essayer de se modifier, de se transformer en bien, évidemment, disons tout simplement, et pour faire court, avant de revenir au cœur du sujet, de donner un sens à son existence. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui tant de philosophes, d'écrivains, d'artistes, de poètes, de cinéastes, ou même à la télévision, se posent la question de savoir si la France est encore la lumière du monde, ou si l'Europe est encore la lumière du monde, c'est-à-dire si la culture est encore la lumière du monde, car la culture est encore une fois une invention européenne, grecque, latine, médiévale, renaissante, XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières précisément, des Lumières du monde. Et la France était même au XVIIIe siècle tellement la terre des Lumières, à l'époque de Voltaire, Rousseau, Diderot, l'encyclopédie, et tout ce que vous voulez, que le terme de lumière s'est généralisé dans toute l'Europe, jusqu'à la Russie, à un point tel que les Allemands ont été obligés d'inventer le mot Aufklärung pour traduire les lumières françaises en tant que telles. Et donc les Aufklärers ont été ceux qui essayaient d'enraciner dans la terre allemande et dans la langue allemande ceux qui venaient des lumières françaises. Et donc ce sont les Hölderlin, les Goethe, les Schelling, les Fichte, les Goethe, spectateurs de la bataille de Palmyre, rappelez-vous, qui ont essayé de comprendre ce qu'apportaient les lumières françaises, en bien ou en mal d'ailleurs, parce que la lumière, comme le feu, peut être envisagée sous un double sens, le sens de la vie ou le sens de la destruction. Lorsqu'on brûle des livres, lorsqu'on fait un autodafé, même si on appelle ça un acte de foi, on brûle des livres et on fait de la lumière en détruisant des livres, c'est-à-dire en détruisant des pensées en tant que telles. Donc la lumière elle-même est indécise et indifférente. Camus, à un certain moment, dit qu'il annonce le premier homme, c'est le titre de son dernier ouvrage, comme vous le savez, ouvrage inachevé, et il dit que nous sommes les enfants d'une aurore indécise et différente. Nous sommes les enfants, nous, dans les années 50, quand écrit Camus, d'une aurore, c'est-à-dire d'un lever nouveau de la civilisation, indécise, car rien n'est encore joué, et différente des aurores précédentes. Et il fait allusion ici à un texte de Nietzsche bien connu qui s'appelle précisément Aurore, puisque Camus était un grand lecteur de Nietzsche. Et l'aurore, justement, en tant qu'elle se lève, ou s'élève, ou nous élève, c'est ce qu'on appelle tout simplement la culture. Voilà pourquoi, chez la plupart des penseurs ou des artistes qui ont parlé de culture au sens européen du terme, c'est-à-dire d'un travail de soi sur soi par la peinture, par la musique, par la poésie, par la littérature, par la philosophie, mais aussi par la science, car il y a une culture scientifique en tant que telle, ont tous remarqué que ce travail incessant où l'homme cultivé prenait soin de son âme, c'est-à-dire l'ensemencer, comme le paysan ensemence une terre, comme le cultivateur, pour cultiver sa terre, l'ensemence, et donc prend soin de ses semences, mais ensuite l'entretient, lui porte de l'eau, lui porte des aliments, des nutriments, comme on dit aujourd'hui, et ensuite va évidemment prendre les semailles, va relever la vigne et en faire du vin, c'est-à-dire qu'il va nourrir. Il ne faut pas se contenter simplement d'ensemencer dans la jeunesse de l'homme ou dans l'enfance, il faut aussi cueillir, et la cueillette, c'est le résultat de l'acte culturel en tant que tel. Je dis la cueillette parce que quand on prend le mot logos, par exemple, qui a donné logique, et donc tous les divers sens de la rationalité, on s'aperçoit que logos vient d'un verbe grec legein, qui a donné en latin legere, lire, et qui a donné en français lire. Donc legein, legere, lire, c'est le même mot, c'est la même racine indo-européenne, mais qui dans le premier sens indo-européen, legein signifie rassembler, cueillir, recueillir. Et voilà pourquoi on parle encore aujourd'hui d'un recueil de poèmes, ou d'un recueil de poésie, ou d'un recueil d'aphorismes, ou qu'un livre est un recueil qui peut apporter précisément le recueillement en tant que tel. Donc legein, le sens étymologique, c'est le recueil de multiplicité, comme je cueille ou je recueille des fleurs pour en faire un bouquet. Et bien c'est ça la culture. La possibilité de cueillir ou de recueillir des éléments d'information ou de formation et de les unifier à l'intérieur d'un bouquet,
splendide. Il y a tout un art du bouquet, en particulier au Japon, comme vous le savez, qui fait que on prend soin des fleurs. Mais si la culture est autre chose que rassembler simplement des fleurs dans un bouquet, chez un fleuriste ou à la campagne, alors dans ce cas-là, la fleur de notre âme, en quelque sorte, est encore plus importante, ou les épis de blé de notre âme sont encore plus importants. Il y a des textes de René Char là-dessus qui sont tout à fait intéressants. René Char, celui en passant l'ami de Camus, qui, comme lui, était très intéressé et très fasciné par la pensée grecque et par ce recueil d'aphorismes que la pensée grecque nous a laissé. Alors je reviens à la pensée moderne. Est-ce que la culture moderne est encore une culture où ce qui nous entoure, dans les maisons de la culture, à la télévision, dans les jeux visuels, dans les mondes virtuels qui se développent de façon quotidienne, est-ce que fondamentalement c'est encore de la culture? Alors il y a un texte que je vous conseille de lire, alors qui n'est pas aussi difficile que Heidegger, ça dit en passant, ou Husserl, ou même Patočka. C'est le texte de Hannah Arendt, la disciple de Heidegger, un des plus profonds penseurs politiques du XXe siècle. Encore qu'Hannah Arendt ne s'est jamais voulu philosophe par respect pour ses deux maîtres qui étaient Heidegger et Karl Jaspers. Elle s'est contentée de dire qu'elle était professeure de philosophie politique à Chicago d'ailleurs et ensuite à la New School de New York, qui est une université qui porte d'ailleurs un nom curieux, Nouvelle École of Social Research, de recherche sociale. Et quand vous lisez le texte qui s'appelle La crise de la culture de Hannah Arendt, enfin qui s'appelle en français La crise de la culture, paru en 72, si mes souvenirs sont bons, donc juste après 68, qui avait mis en émoi les universités américaines avant même les universités françaises, car la crise de 68 n'a pas commencé, comme vous le savez, en France et en particulier à Vincennes, ça a commencé sur les campus américains avant de traverser l'Atlantique. Et donc Hannah Arendt, elle-même une Allemande émigrée aux États-Unis du fait du nazisme, de formation allemande et de formation hyper rigoureuse à l'allemande, qui parlait plusieurs langues, dont le latin et le grec, qui avait été formée avec la rude discipline allemande de Fribourg-en-Brisgau avec Heidegger, voit ces changements culturels autour d'elle aux États-Unis, dans un monde démocratique où la démocratie risque même d'être dévoyée de son sens premier de pouvoir du démos, de pouvoir du peuple en tant que tel, pour donner le pouvoir à ce que Marx appelait la populace et qu'il critiquait en tant que tel, c'est-à-dire une sorte de sous-peuple, de lumpenprolétariat, pour reprendre l'expression de Marx. Hannah Arendt se demande qu'est-ce que c'est que la culture, et c'est un petit texte d'une trentaine de pages dans un ouvrage qui porte ce nom, Qu'est-ce que la culture? En réalité, en anglais, ça s'appelle Between Past and Future, entre le passé et l'avenir. Et Hannah Arendt fait un commentaire d'un texte de René Char, voilà pourquoi je le citais il y a un instant, dans Fureur et mystère, un texte de 42 ou 43, alors que Char était chef de la résistance dans sa région. Le texte s'appelle donc Fureur et mystère, et on trouve à plusieurs reprises des aphorismes dans ce texte poétique, des aphorismes à la Héraclite, si vous voulez, curieusement, puisque Char était très marqué par les présocratiques. Et l'aphorisme en question, c'est celui-ci: notre héritage, entendez notre héritage culturel, il n'y a pas d'autre héritage, parce qu'un héritage financier est lié aussi à un héritage culturel. C'est parce que, par ma culture, j'ai pu amasser de l'argent, que j'ai pu acheter un domaine, une propriété et le laisser à mes enfants. Mais ce que je laisse à mes enfants, c'est surtout une langue, la langue française. C'est surtout la culture que je leur ai donnée. J'ai eu 3 enfants. Ma fille Isabelle est agrégée d'anglais. Elle doit sa culture à sa mère, qui est elle-même agrégée d'anglais, à ma femme, Anne. Et mes 2 fils, Philippe et Alexandre, doivent leur culture à moi-même, parce que je les ai poussés vers la philosophie. Et ils n'ont pas choisi la philosophie, bien entendu. Ils ont choisi d'être ingénieurs et de faire des mathématiques. Ceci pour vous montrer qu'un héritage est toujours peu ou prou trahi, en tout cas du côté des parents, mais pas toujours. Mais en tout cas, il doit être assumé. Et quand je discute aujourd'hui avec mes enfants, mes fils, dont je parlais il y a un instant, qui ont 32-33 ans, je m'aperçois qu'ils s'intéressent de plus en plus à la philosophie, bien qu'ils soient ingénieurs, l'un à Marseille, l'autre à EADS à Airbus à Toulouse, où il dirige les projets sur l'A380. Et quand il n'est pas à faire de
des expériences mathématiques et en particulier ce qu'on appelle une informatique embarquée sur les avions, il lit de la philosophie en tant que telle. Et donc, ceci pour vous dire qu'un héritage est toujours culturel avant d'être financier ou avant d'être économique. S'il est peut-être en plus spirituel, c'est de la réussite. Et René Char, pour revenir à lui, dit notre héritage, et il écrit en 42-44, c'est-à-dire en pleine guerre mondiale. Guerre mondiale formée par des Européens, qui ont donc abandonné les fondements de leur culture pour s'autodétruire entre eux et faire des dizaines, voire des centaines de millions de morts. Première guerre mondiale 14-18, deuxième guerre mondiale 39-45, sans compter toutes les guerres qui les ont entourés, comme on entoure un réseau. Et René Char dit, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est-à-dire que le passé nous a bien livré un héritage culturel, par exemple l'héritage de notre langue française ou des autres langues européennes, et pourtant, il n'y a pas d'injonction ou d'impératif ou de conseil pour utiliser cet héritage. Il n'y a pas de testament. Autrement dit, nos parents, d'une certaine manière, ou nos grands-parents, nous ont bien donné un héritage, nous ont bien légué quelque chose, mais sans nous donner le mode d'accès ou le mode d'emploi de cet héritage. Donc, voilà pourquoi Hannah Arendt, qui commande ce texte, enfin ce texte, cette phrase, ce n'est qu'une phrase, qu'un aphorisme de René Char, qu'elle cite en français d'ailleurs, dans le texte anglais, puisque cette Allemande écrivait en anglais, à Chicago et à New York. Voilà pourquoi elle appelle son ouvrage « Entre le passé et l'avenir ». C'est-à-dire que pour elle, il y a une faille dans la culture moderne. La culture moderne est rompue entre le passé et l'avenir. On n'arrive plus à faire le lien avec ce qui nous précède, et donc on vit dans une sorte d'instantanéité, ce que Hannah Arendt n'appelait pas encore, car elle écrivait en 62, 64, 66, traduction en 72, ce qu'on appelle aujourd'hui le zapping. C'est-à-dire on vit dans l'instantanéité. On va sur la télévision, vous parliez tout à l'heure de BFM ou d'autres réseaux de télévision ou de radio, et quand vous n'êtes pas satisfait, vous appuyez sur un déclic et vous zappez, vous changez complètement. Ça va aller même beaucoup plus vite. Samsung, le constructeur sud-coréen, vient de sortir au dernier CES de Las Vegas, c'est-à-dire au Consumer Electric Show, un téléviseur où l'on change de chaîne uniquement en bougeant les yeux. Vous regardez à droite ou à gauche sur votre écran, et le mouvement du regard qui est capté par un capteur électronique change automatiquement de chaîne. Alors si vous avez un petit peu bu, et si vous bougez les yeux sans arrêt, le téléviseur va vous donner toutes les chaînes en même temps. Tout ceci toujours pour gagner du temps. Avant, on changeait les chaînes mécaniquement, en touchant des boutons. Après, on a inventé la télécommande, c'est-à-dire la commande de loin, étymologiquement. Mais maintenant, une télécommande, c'est trop encombrant et c'est trop lent. Il faut appuyer X fois pour atteindre la chaîne numéro 9 ou la chaîne numéro 27 ou la chaîne numéro 548. Dans ce cas-là, uniquement à la voix, il y a déjà des téléviseurs qui répondent à la voix, dans le commerce, hein, et uniquement à l'œil. Au doigt, non plus, et à l'œil, mais à la voix et à l'œil. Ceci pour gagner du temps et pour zapper plus vite. Comment voulez-vous que la culture résiste à cela? Et Hannah Arendt, dans les années 60, fait remarquer qu'il n'y a plus de culture aujourd'hui en Occident, et en particulier en Amérique. Il n'en reste que des îlots de plus en plus réduits dans les universités ou parfois dans des salles de concert ou dans des lieux privés et non plus publics, parce que la publicité et le monde virtuel a envahi tous les écrans ou a envahi tous les haut-parleurs ou tous les micros, et de telle façon que ça nous empêche de revenir à nous. Et voilà pourquoi la crise de la culture dont elle parle, elle utilise bien le terme de crise, donc le traducteur français n'a pas eu tort d'appeler l'ouvrage entier la crise de la culture, consiste à passer d'une chose à l'autre sans arrêt, à papillonner, comme disait Fourier au XIXe siècle, comme un papillon qui ne sait pas où se poser et qui finalement va se brûler à la lampe. Et d'une certaine manière, la sous-culture d'aujourd'hui, c'est le fait de se brûler à la lampe. Alors, je vais terminer parce que je vois qu'il est déjà 7h30, afin de vous laisser la parole et de parler de façon un peu plus conviviale et non pas impériale de celui qui tient le micro et qui empêche les autres de parler d'une certaine manière. Ce qu'il y a de grave dans la culture d'aujourd'hui, c'est que ce que l'on voit de plus en plus développé,
c'est une sorte de, je n'ose pas dire de culture démocratique, parce que la culture démocratique, en Grèce, en tout cas à Athènes, a quand même produit quelque chose qui s'appelle le Parthénon, quelque chose qui s'appelle les tragédies de Sophocle et d'Euripide, quelque chose qui s'appelle la philosophie de Platon. La démocratie, là, malgré tous ses défauts, et Platon n'est pas avare de critiques de la démocratie athénienne qui a quand même mis Socrate à mort, ne l'oublions pas, ce sont les démocrates qui ont condamné Socrate et qui l'ont exécuté, elle a quand même, si je puis dire, eu de beaux restes. Rousseau dit de Athènes, parce qu'il n'aimait pas beaucoup Athènes, il préférait Sparte, ceci pour les monarchistes qui sont ici. Athènes ne nous a laissé que quelques marbres curieux. C'est comme ça qu'il exécute la vie d'Athènes. Parce que curieusement, ce qu'on pense, Rousseau n'a jamais choisi la démocratie. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat social, je choisis une monarchie élective et tempérée, exactement comme Montesquieu, à l'anglaise. Alors il a tort, il a raison. C'est une autre paire de manches, on en parlera peut-être dans la discussion. Mais Rousseau n'aimait pas la démocratie. Il dit, j'ai la phrase entière en tête, il est contre l'ordre naturel, Maurras n'aurait pas dit mieux, que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. Il est contre l'ordre naturel, que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. C'est pas possible. C'est pas possible déjà au XVIIIe siècle où il y a quelques 15 ou 18 millions d'habitants en France. C'est pas possible en Chine où il y a 2 ou 3 milliards d'habitants. C'est pas possible. Le grand nombre ne peut pas gouverner. Même sur la place du peuple à Pékin, vous ne pouvez pas mettre 3 ou 4 ou 5 milliards d'individus pour décider démocratiquement sur l'agora. Ce n'est pas possible. Et même si vous passez par des représentants, vous avez une trahison de la démocratie, ce que disait déjà Montesquieu une génération avant Rousseau. Alors pourquoi vivons-nous aujourd'hui le déclin, non seulement de la démocratie, non seulement du politique, mais le déclin de la culture en tant que telle? Tout simplement parce que nous ne savons plus, en Europe ou en Occident, peut-être que les autres peuples le savent mieux, par contre-coup ou par réaction contre les excès de l'Occident, ce que l'on entend précisément par culture. Est-ce que la culture, c'est nécessairement la diffusion des livres ou la diffusion des informations sur Internet par Wikipédia, par exemple? Oui, effectivement, ça nous permet, c'est la condition nécessaire, sinon suffisante, d'avoir une vision de la réalité. Mais quand vous tapez sur Google ou sur n'importe quel site de transmission d'informations une question quelconque, vous avez plusieurs millions, voire plusieurs milliards de réponses. Comment allez-vous faire le tri à l'intérieur exactement? Comme dans la bibliothèque de Borges, comment est-ce que vous allez faire le tri dans les millions de volumes qui sont dans une bibliothèque, comme la bibliothèque du Congrès de Washington? Il y a, je crois, 25 millions de volumes. Mais il y a beaucoup plus fort que la bibliothèque du Congrès de Washington. Il y a Wikipédia ou il y a Google, où vous avez des milliards de réponses possibles. Comment est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce qui vous permettra de choisir la meilleure réponse? Sinon, précisément la culture, quand vous pouvez, en quittant un instant votre ordinateur ou la bibliothèque du Congrès de Washington, qui est d'ailleurs sur ordinateur, puisque si vous avez un code, vous pouvez rentrer dans la bibliothèque du Congrès de Washington et consulter l'un des 25 ou 26 millions, je ne sais plus exactement, documents qui sont à votre disposition. Donc les progrès de la technique sont ravageurs en tant que tels et sur ce plan-là positifs, mais ils nous mettent en présence d'une culture de masse, comme on disait dans les années 30, qui n'est pas nécessairement une véritable culture. La véritable culture reste non pas simplement d'ordre individuel, mais d'ordre personnel et d'ordre partagé, comme je le disais pour commencer ce propos, parce que de la même manière que l'agriculture doit être partagée par le paysan avec sa femme et ses enfants et avec ceux qu'il nourrit quand il cultive la terre et en tire des fruits, ben, la véritable culture, c'est-à-dire les œuvres d'art, doivent être partagées. Simplement une dernière chose, avant de lancer la discussion, si vous en êtes d'accord. Ce qui me paraît le plus grave aujourd'hui dans le déclin de la culture, car il faut parler de déclin de la culture, c'est pas simplement le fait de passer d'une culture prétendument élitiste ou d'une haute culture, comme disent certains, à une basse ou une sous-culture, c'est le fait que aujourd'hui beaucoup d'intellectuels ou beaucoup de théories artistiques ou intellectuelles ne parlent plus des œuvres en tant que telles. C'est-à-dire que ce qui est mis à mal, ce n'est pas la notion de culture ou la notion d'art, c'est la notion d'œuvre. On a pu
On a présenté sur toutes les cimeuses de tous les musées d'art contemporain des non-œuvres ou des absences d'œuvres ou des destructions d'œuvres. On a fait des autodafés d'œuvres véritables. Dans les années 60 déjà, ça remonte à une cinquantaine d'années, vous avez, parmi d'autres manifestations destructrices ou nihilistes de ce genre, la destruction d'un dessin de De Kooning, qui est un très célèbre peintre américain, par un autre artiste, ou prétendu tel, qui a effacé le dessin original de Kooning après 3 mois de travail et l'usure d'une centaine de gommes. Et le fait d'avoir effacé le dessin original avec des gommes, donc il n'est plus resté qu'un papier canson, si vous voulez, un support un peu abîmé parce que trop frotté par les gommes, mais d'où le dessin avait disparu, cette action painting, comme on dit en anglais, est devenue une œuvre d'art. L'action qui annule une œuvre, je vous donne un dernier exemple pour vous montrer jusqu'où on peut aller dans la volonté de détruire l'œuvre en tant que l'œuvre donne un sens à la vie de celui qui la crée ou de celui qui la perçoit. C'est un artiste américain conceptualiste qui est présenté au MoMA de New York et que vous pouvez voir au 2e étage. Je l'ai vu il y a 2 ans, donc je pense que l'œuvre est toujours là. Comment s'appelle-t-il? Son nom m'échappe aussi. Il s'appelle Robert, je cherche son nom, comme le peintre niçois. Robert Klein, comme le bleu de Klein de Nice en peinture. Robert Klein qui était un sculpteur, Klein ou Klein, si vous pouvez parler avec un accent anglais, qui avait fait une sculpture appelée Litanie. Et la sculpture était présentée, c'était une sculpture en fer qui s'appelait Litanie. Elle était présentée avec un petit nom, Litanie. Ensuite, il a décidé de la détruire. Et il l'a détruite effectivement, ce qui fait que quand vous allez au MoMA de New York, vous ne voyez plus Litanie. Et vous voyez à la place un papier, un acte notarié, signé par un notaire de New York, dans lequel vous avez imprimé ou écrit à la machine, puis signé à la main. Moi, Robert Klein, sculpteur, déclare expressément devant notaire que la sculpture appelée Litanie n'est pas une œuvre d'art et doit être détruite en tant que telle. Signé Robert Klein. L'œuvre a été détruite et a été remplacée par cette déclaration purement conceptuelle qui consiste à nier que l'existence d'une œuvre. Et dans différents écrits sur l'art que j'ai publiés dans d'autres ouvrages, dans un ouvrage qui s'appelle Le procès de l'Europe, j'ai fait remarquer qu'il y avait des centaines d'exemples de ce genre où l'artiste lui-même renie ou nie son œuvre en la détruisant en tant que telle ou en ne l'accomplissant pas. Comme si l'art avait peur qu'une œuvre ouvre un sens en tant que tel. Alors, ce n'est pas généralisé. Il y a des artistes, si je puis dire traditionnels, qu'ils soient des artistes en peinture, en musique, etc. Mais il y a une sorte de volonté de subversion nihiliste de l'œuvre d'art aujourd'hui, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la sculpture, ou dans ce qu'on appelle les installations, qui sont parfois désinstallées, et donc il faudrait les appeler des désinstallations en tant que telles. On voit ça au Palais de Tokyo par exemple, qui fait qu'on se demande si l'art a encore un sens. Et si l'art, qui est quand même la manifestation la plus haute de la création artistique, n'a plus de sens, quel sens a l'activité d'un homme qui n'aurait plus l'art pour donner une signification à son existence? Je m'arrête là afin de pouvoir vous donner la parole. Eh bien, merci et bravo Jean-François Mattei. Donc, pour le débat, comme d'habitude, vous posez des questions, s'il vous plaît, courtes, bien précises, bien claires, et une fois qu'on vous a répondu, vous laissez parler les autres de façon que chacun puisse s'exprimer. Alors, il y a déjà une main qui se lève. Qui va vouloir commencer le débat? Allez, allez-y, monsieur. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Philippe Abbé, à Salon de Provence. Vous écoutez toujours une merveille, vous lire aussi, je sais pas, vous nous donnez matière à réfléchir pour longtemps. J'ai juste une question, un petit peu de philosophie. L'étymologie de éduquer, qui est
sortir de soi. Camus disait que éduquer, pour lui l'école était exotique. Est-ce qu'on peut mettre ça en rapport avec la maxime grecque non plus ultra, qui a été transformée par Charles Quint en plus ultra? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de délicat entre ces deux concepts, sortir de soi et l'hubris grec? Vous avez tout à fait raison de poser la question. J'explicite pour ceux qui ne connaîtraient pas ni la maxime grecque ou latine, ni le sens d'éducation qui vient effectivement, comme vous l'avez dit, d'éducere, qui signifie conduire, ducere, qui vient de dux, le chef, duce, conducteur. Même dans le mot conducteur, on a encore la racine duc, et hors de soi. Donc l'éducation, c'est le fait de pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un, un enfant, 2 ans, 3 ans, qui ne parle pas encore, qui ne connaît pas encore les mots, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas les mathématiques ou l'arithmétique, qui ne sait pas que 1 font 2 et que 2 font 4, etc. On va le conduire hors de soi. Toute éducation vient toujours de l'extérieur. Et là, les Européens, par rapport à d'autres peuples ou à d'autres cultures, ont insisté sur le fait de cette extériorité de l'éducation qui est représentée symboliquement par le professeur ou le maître, le magistère, qui donne un cours magistral précisément en se tenant en dehors de l'élève. Il est plus âgé que lui, il en sait plus que lui, un peu comme son père par rapport à son fils, ou une mère par rapport à son fils ou à sa fille. Donc ce qui définit la culture, c'est toujours, je dis bien toujours, l'extériorité. La langue française nous est venue, à vous et à moi, de l'extérieur. Nous ne l'avons pas inventée dans notre berceau. Elle est venue des paroles maternelles ou paternelles, ou s'il n'y avait pas de parents ou de... Par exemple Camus, puisque vous parliez, monsieur, de Camus. Camus n'avait pas de père puisqu'il est mort à la guerre dès la première année de 1914, donc il n'a pas connu son père, il était encore au berceau. Et sa mère était muette, ou quasi muette. Le quasi-mutisme de la mère de Camus est bien connu. Donc il a été élevé par sa grand-mère. Et elle parlait, peut-être parlait un peu trop fort et était un peu trop violente. Mais il n'empêche que la langue française lui est venue de sa mère et de M. Germain, son instituteur. C'est-à-dire ça vient toujours de l'extérieur. Et si on n'avait pas extériorisé le jeune Camus, né dans un faubourg pauvre d'Alger à Bellecour, il ne serait pas devenu prix Nobel de littérature, ou il ne serait pas devenu tout simplement ce qu'il a été, c'est-à-dire un grand écrivain. Mais en même temps, dans la pensée européenne, cette extériorité prend un autre sens, qui est un sens dangereux. Et vous citiez très justement la formule que l'on prête à Charles Quint, qui est devenue la formule de l'Espagne. Alors, je me permets de le reciter, vous le connaissez, mais tout le monde ne le cite pas. L'un des 12 travaux d'Hercule, c'est le travail numéro 10, imposé par les dieux à Hercule, qui était de fermer la mer Méditerranée par ce qu'on appelle depuis les colonnes d'Hercule. La première colonne étant à Gibraltar, à l'extrême pointe de l'Espagne, et donc de l'Europe, et la seconde colonne étant à Ceuta, au Maroc, à l'extrême pointe de l'Afrique, face à l'Europe. Donc il fallait fermer le détroit de Gibraltar, comme on l'appelle aujourd'hui, pour rester dans ce que les Grecs appelaient l'écoumène, l'oikoumène. Oikia, ça veut dire la maison en grec. Et l'écoumène, ça veut dire les terres habitées, les maisons habitées, là où on est chez nous les Grecs, puis plus tard chez nous les Romains. Vous savez que la mer Méditerranée était appelée par les Romains un lac romain, comme c'est une petite mer quasiment fermée, des deux côtés. Il n'y avait pas encore évidemment le canal de Suez. C'est une sorte de grand lac. Et ce grand lac, pour les Grecs, en tout cas pour la mythologie grecque, renfermait toutes les terres habitées par la culture précisément, par la civilisation. La civilisation grecque puis romaine se trouvait là, présente. Et donc les dieux avaient intimé en grec un ordre qui a été transcrit en latin par nec plus ultra. Tu n'iras pas, nec, plus ultra, plus loin que les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire que Gibraltar, c'est-à-dire tu ne sortiras pas de la Méditerranée pour aller dans l'Atlantique, où Platon situera l'Atlantide, même nom, même lieu. Et évidemment, on n'a jamais retrouvé l'Atlantide. Lorsque Charles Quint, empereur d'Europe, s'il vous plaît, et qui ne parlait que français à sa table, ne parlait pas espagnol, il parlait français,
était, car c'était la langue diplomatique de l'Europe à l'époque, reçoit cette phrase en latin nec plus ultra, il supprime le nec, nec, une double négation équivaut à une affirmation, a-t-on appris à l'école. Il supprime le nec, donc il met un nec devant le nec entre parenthèses, et il ne garde plus comme symbole de l'Espagne et de l'Europe, ce qui est encore le symbole de l'Espagne aujourd'hui, plus ultra.